Que connaissons-nous vraiment du mode de fonctionnement des applications que nous utilisons au quotidien? Est-ce nous qui leur accordons des droits sur nos données personnelles ou elles qui nous privent de ces mêmes droits à leur égard? Après tout, rares sont encore les applications qui aujourd'hui ne nous demandent pas notre consentement pour accéder à telle ou telle autre partie de notre vie privée. Il est difficile en effet, dans un secteur aussi innovant, de comprendre exactement comment nos données peuvent être utilisées et dans quel contexte de sécurité. Doit-on compter sur la loi pour nous protéger des abus ou doit-on s'en remettre à la morale ou à l'éthique d'une société, d'une équipe ou d'un individu? Ces questions sont le lot quotidien de Marie-Jean Meurs et de Sébastien Mosser, qui travaillent tous deux sur une application médicale dans le domaine de la santé mentale. Marie-Jean est professeur au département de Computer Science de l'Université de Québec à Montréal, où Sébastien est également professeur en ingénierie logicielle. Avec eux, je reviens sur le sujet épineux de la gestion de la donnée personnelle. Sébastien, Marie-Jean, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un tout petit peu particulier. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer sur quoi vous travaillez actuellement, sur quelle application? Donc, on travaille sur un projet commun qui s'appelle Relais. Donc l'acronyme est en anglais, mais en fait, c'est un projet qui considère comment on pourrait mettre en place un usage respectueux et explicable de l'intelligence artificielle pour aider les personnes en difficulté et aussi les praticiens et les praticiennes de santé mentale. Et dans ce cadre-là, et surtout pourquoi c'est intéressant de venir parler sur un podcast qui est orienté cloud, c'est qu'en fait, c'est vraiment des travaux qui sont à la frontière de plein de choses qui touchent autant à la distribution de code qu'au développement, qu'à l'éthique, qu'à la santé, et ainsi de suite. Et donc, c'est très intéressant. Alors pour y voir plus clair, l'application en elle-même est censée faire quoi? En fait, notre objectif, nous, c'est que on puisse tout d'abord aider des praticiens qui interviennent à l'urgence, et notamment dans des cas de personnes qui viennent à l'urgence psychiatrique pour des raisons notamment de suicidalité. Donc, l'application, elle est censée collecter des informations, donc on va expliquer comment, et puis ces informations vont venir en soutien du praticien, du psychiatre, qui va être à même d'échanger avec la personne en difficulté. Pour te donner une idée dans le contexte réel, la personne en difficulté arrive à l'hôpital, elle va rencontrer un infirmier ou une infirmière avec qui elle va échanger, qui va commencer à discuter avec elle et qui, selon les capacités du moment de la personne, va lui proposer de participer à nos travaux, à notre étude. Si la personne accepte, eh bien à ce moment-là, elle va devoir répondre à un certain nombre de questions qui ne sont pas des questions liées directement à l'application, mais qui vont être utilisées par l'application. Donc les réponses vont être utilisées par l'application et par le psychiatre. Et puis ensuite, le patient ou la patiente va aller rencontrer le psychiatre ou la psychiatre. Et à ce moment-là, va se mettre en place un échange sur la vie en ligne de la personne. Donc c'est aussi un volet qui est intéressant, pour en parler plus tard. Et le praticien va demander à la personne si elle est d'accord pour partager des informations de sa vie en ligne. Typiquement, des messages WhatsApp, des messages Twitter, des SMS, des choses comme ça. Pour les partager avec l'application, dans une durée évidemment limitée qui correspond à ce dont le psychiatre ou la psychiatre a besoin, comme par exemple les 8 semaines qui précèdent l'épisode qui a mis la vie de la personne en danger. À partir de ces informations textuelles, donc nous, pour le moment, on travaille uniquement sur des textes, donc messages écrits. À partir de ces informations textuelles, on va essayer d'extraire des données qui seront pertinentes pour le psychiatre. Je n'emploie que très peu et très rarement le terme diagnostic parce que c'est pas notre domaine. Le diagnostic, c'est le domaine du praticien de santé. Mais en revanche, avoir des infos sur ce qui a pu s'échanger, c'est pertinent parfois pour poser le diagnostic. Et puis une autre chose qui est intéressante avec l'application, c'est que cette application permet de créer un lien entre le praticien de santé et le patient, la patiente, concernant sa vie numérique. Parce que quand les gens rencontrent le psychiatre, c'est pas un truc qu'ils ont l'habitude de dire. Ils vont pas dire ouais, je passe du temps sur WhatsApp, nanana. Oui, ils vont peut-être le dire, mais ça va être juste une phrase. Alors que là, un discours
un échange, un dialogue plutôt, va se mettre en place sur c'est qui vos amis numériques, quels sont le niveau des échanges que vous avez avec ces personnes, est-ce qu'ils sont importants, pas importants, etc. Donc ça rentre vraiment dans la bulle de la vie de la personne et via le biais de cette application qui est complètement une application technologique, quoi. Donc ça, c'est pour le contexte d'usage. Je pense qu'après, c'est aussi comment elle va faire ça. Puis là, on a d'autres problèmes dont Sébastien va pouvoir parler au niveau technique. Donc peut-être je te laisse poursuivre. Là-dedans, donc on voit que c'est quand même une discussion qui est potentiellement extrêmement invasive sur la vie de la personne et sur ses échanges. Donc nous, les difficultés qu'on rencontre quand on se retrouve à développer ce genre de système, c'est en fait techniquement c'est très facile de tout faire. Accéder aux données d'une personne sur un téléphone, c'est pas très difficile. Mais faire ça intelligemment, c'est beaucoup plus difficile. Et par intelligemment, il y a mais classiquement toutes les problématiques qu'on peut se poser quand on est auditeur d'un podcast tel que le tien. Donc comment on fait pour déployer ça, comment on fait pour le développer, quelle technologie, quels frameworks, et tout ce genre de toutes ces choses-là. Mais il y a aussi plein de choses, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec les données, qu'est-ce que j'ai le droit de collecter, qu'est-ce que j'ai pas le droit de collecter, comment je fais pour garantir que ce que je collecte est cohérent avec le niveau de consentement que m'a donné la personne en question. Et ça commence à toucher des choses qui sont pas du tout enseignées, entre guillemets, et qui sont beaucoup plus difficiles pour des ingénieurs et pour des gens qui vont développer ces systèmes-là, parce que autant souvent t'as appris à l'école dans ton expérience comment tu fais pour déployer des conteneurs avec un orchestrateur Cubes, par exemple, mais ce que tu as le droit de faire dans ces conteneurs et dans quelle mesure ça respecte le niveau de consentement d'une personne qui vient de tenter de se suicider, c'est des problématiques auxquelles tu n'as pas été forcément confronté avant, et c'est très facile de jouer au cow-boy et d'ouvrir des portes qu'on préférerait rester fermées, qu'on préférerait laisser fermées en fait. Je voulais saisir en fait ce qu'on avait en sortie de l'application. Tu as parlé d'un rapport, c'est bien ça? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le praticien n'a pas accès directement aux données d'une conversation WhatsApp, par exemple, mais par contre, il va avoir un rapport sur le contenu de ces conversations. C'est pas vraiment. Oui, on peut penser ça comme un rapport, mais en effet, le praticien n'a pas accès au contenu des conversations, hein. Puis, on développera peut-être ensuite, mais les conversations sont anonymisées, elles ne sont jamais accédées directement par des humains qui vont les fouiller, et cetera. Mais ce qui va sortir de là, c'est plus une évaluation, potentiellement chiffrée d'un certain nombre de risques. Donc ça c'est aussi des choses qui vont être à définir avec le praticien. Tu sais que les praticiens ont des grilles d'évaluation, par exemple, des index comme le BDI, des choses comme ça, qui permettent de définir un petit peu dans quelle zone de risque la personne se situe. Donc nous, enfin moi, mon expertise est en traitement automatique du langage naturel, donc c'est une branche de l'IA qui s'intéresse à idéalement la meilleure compréhension possible ou le meilleur usage possible des données textuelles et linguistiques pour bah, extraire des informations, prendre des décisions ou du moins suggérer des décisions. Et donc à partir de ça, on va être amené à faire des parallèles entre les contenus textuels que les gens ont produits, et là j'insiste sur que les gens au sens les patients ont produit, bien sûr que un autre aspect, c'est que dans ces échanges, on ne va jamais utiliser des propos qui ont été tenus par d'autres personnes. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un dialogue, donc il faut retirer ce qui n'est pas pertinent. On va essayer de rapprocher ça des questionnaires qui sont posés traditionnellement par les praticiens. Et puis de voir si, effectivement, il y a des grandes lignes qui se dégagent, si par rapport à d'autres personnes qui elles-mêmes ont eu des échanges sur WhatsApp et qui elles-mêmes étaient à un niveau X, Y ou Z de risque, il y a des similitudes, enfin, et toutes ces choses-là vont faire l'objet d'un certain nombre d'indices ou d'un certain nombre comment dire, simplement de constats qui vont être délivrés aux patients. Alors toi, tu as parlé d'un rapport, c'est vrai que ça peut être un terme utilisé, mais je dirais que pour le moment, c'est quelque chose qui est en construction parce que c'est éminemment dépendant du besoin du praticien. C'est-à-dire que si la psychiatre nous dit moi, je ne m'intéresse pas à tel index parce que je ne le juge pas valide, c'est pas nous qui allons dire que dans l'outil, qui allons décider que dans notre outil ou dans notre système, on va implémenter un index ou le rapprocher d'un index. On se doit d'être hautement dépendant dans notre prédiction d'un risque quelconque des outils du praticien. Est-ce que c'est plus clair? Oui, mais alors on est en train de parler d'un aspect de machine learning, si je comprends bien? Absolument. Mais pas seulement, on ne fait pas que du machine learning, on fait aussi de l'analyse de sujets, on fait plein de choses. D'accord, je prends peut-être le terme machine learning
très grossièrement. C'est pour dire, cet indice de confiance, si moi je te donne mon téléphone et que tu tournes ton application dessus, tu auras un échantillon et tu peux pas avoir d'indice de confiance parce que tu n'as pas déjà des sources de données. Un modèle de machine learning, j'imagine qu'il a besoin déjà d'une bonne quantité de données pour être valide, qu'on puisse lui faire confiance. Oui, mais ça c'est sûr. Enfin, la quantité, elle dépend aussi de l'application que l'on veut faire, enfin, puis des algorithmes que l'on met en place. Mais effectivement, un modèle de machine learning doit être entraîné, puisque le learning, c'est apprendre. Donc, si le modèle n'est pas entraîné sur un certain volume de données, il n'a pas de validité, il n'existe même pas. Donc, oui, il nous faut des données. Est-ce que pour commencer à travailler, on a besoin d'avoir collecté des données patients? Pas tout à fait. Bah, la preuve, heureusement, parce que sinon, ça ferait 1 an qu'on fait plus rien avec les blocages dus à la Covid. Mais on peut travailler sur des données textuelles de réseaux sociaux, comme par exemple Reddit ou des choses comme ça, qui sont des données beaucoup moins fiables et beaucoup moins précises que les données que nous, on va collecter dans le milieu médical. Mais on peut travailler ne serait-ce que pour essayer d'affûter nos connaissances de comment on va prendre ce texte en charge. Si tu veux, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a un peu plus de 5 ans. Et déjà, on participait, avec mon équipe, je participais à des compétitions du genre, on vous donne des posts de forums de personnes en difficulté qui ont été, ces posts, enfin, les utilisateurs, donc les potentiels patients ont été évalués par des psychiatres. On vous donne les posts et puis c'est à vous de retrouver avec vos systèmes de NLP, de retrouver comment on peut par exemple, alerter les modérateurs. C'est une tâche qu'on avait, enfin, moi j'avais beaucoup aimé. Tu sais, sur les forums, c'est un forum pour jeunes adultes en détresse. Tu as des modérateurs et les modérateurs, ils doivent être capables de communiquer directement avec les gens pour leur dire là, il vous faut de l'aide, voire on peut vous aider. Enfin, tu as toute une tâche de priorisation des échanges. Simplement, eh ben, il faudrait un nombre de modérateurs très supérieur à celui qui est disponible pour être sûr de rater personne. Donc l'idée, c'était, quand le modérateur arrive à son poste de travail, il a déjà des users où on lui dit « Faites attention à cette personne, ça se pourrait qu'elle aille pas super. » quoi. Et donc, ça permet un petit peu de prioriser les appels. Alors évidemment, c'est jamais du 100%, mais c'est dans cet esprit-là que mes travaux sont allés de l'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a déjà du matériel textuel. D'accord. Là, tu as parlé d'un forum, par exemple. Donc, j'essaie toujours de me représenter. J'imagine que si je vais sur un forum, moi, d'adultes en détresse et pour m'exprimer, je vais pas du tout tenir les mêmes propos à WhatsApp, sur WhatsApp, je veux dire, avec ma famille ou avec mes amis, que celui que je pourrais tenir dans ces forums-là. Donc, l'échantillonnage que tu peux recueillir par rapport au forum, ça va pas forcément être pertinent dans les autres applications où tu souhaites collecter de la donnée. Alors oui, bien sûr, mais ça, ce sont des choses que l'on prend en compte. C'est-à-dire que les modèles de langue qui vont être fabriqués, c'est-à-dire la représentation du langage que tu vas utiliser, toutes ces données, elles vont considérer le fait que, bien entendu, ton média va être différent, ton niveau d'échange va être différent. Donc, on va avoir, comme tu dis, des messages dont le contenu, la forme, etc., sera potentiellement différent. Après, tu sais que, comme en statistique, bah, si tu parles d'un sujet de santé mentale, que ça soit avec des inconnus ou que ça soit avec des proches, il y a quand même une partie au moins de ton vocabulaire qui va être commun. Il y a peut-être une partie de ta syntaxe que tu vas reprendre. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de bien savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que on ne fait pas de diagnostic et on ne fait rien qui soit inscrit dans le marbre. On essaye juste de voir si un enrichissement des données à disposition d'un spécialiste de la santé, lui donner un peu plus d'informations parce que ça peut l'aider. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que si tu veux utiliser des données d'un endroit pour les réutiliser dans une autre tâche, c'est pas un problème dans le même esprit. Si on sait qu'il y a une fiabilité qui est relativement faible, mais que la démarche est quand même intéressante, bah, on le fait. Mais on prétend pas régler le problème de l'humanité. Non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas seulement sur le fond de ce qu'on dit qu'on arrive à collecter de l'information sur notre état de santé mentale, mais aussi la façon de tourner les phrases, la syntaxe, peut-être les choix des mots, alors que ça peut être sorti du contexte. C'est ça, hein, ça peut être sorti du contexte, mais n'empêche que la dernière compétition, enfin, nous on appelle ça des campagnes d'évaluation pour savoir si nos systèmes sont à l'état de l'art. Une des dernières campagnes à laquelle on a participé, elle portait sur justement des sujets de ce type-là, donc dépression, détection dans des postes de personnes en difficulté. Et
une des approches était basée sur de l'analyse stylistique, donc ce que nous on appelle la stylométrie. C'est-à-dire, en gros, si je trouve deux textes d'un auteur quelque part et que je ne sais pas quel est l'auteur, je suis capable de dire en tout cas qu'ils ont été écrits par la même personne. Et ça, c'est basé vraiment sur le style d'écriture et non pas seulement sur le vocabulaire. Et avec cette approche-là, on a quand même eu des performances très, très, très élevées avec nos systèmes. Donc, il n'y a pas juste comme tu dis, le contenu, il y a la façon de dire les choses qui peut être utilisée. Donc, une fois qu'on a ces données ou accès à ces données, qu'est-ce qui peut poser un problème au développeur de l'application? Alors, comment il réagit face à ces données-là? Parce qu'on peut se dire, une fois que les données sont quelque part, je veux dire, c'est de la donnée. Moi qui travaille dans l'informatique, je pourrais me dire, voilà, j'ai un jeu de données et à la limite, le contenu de la donnée en elle-même peut-être ne va pas m'intéresser. Donc, c'est vrai que je vais être très neutre par rapport à ce qu'il y a dedans et peut-être détaché par rapport à, bah, il y a peut-être un contenu qui doit être anonymisé ou des choses comme ça. Alors, quelle est la réaction quand on développe une application qui utilise de la donnée personnelle? Quant à ça, d'un point de vue technique, en fait, donc nous, ce qu'on a développé, c'est une application qui se déploie sur le téléphone intelligent des gens. Et quand toi, tu donnes accès sur ton mobile à tes SMS, à une application, virtuellement, on peut aller tout lire, on peut tout récupérer. C'est encore pire si tu donnes accès au service d'accessibilité. Des fois, les applications demandent d'accéder à l'accessibilité pour X ou Y raison. Mais là, on peut carrément écouter tout ce que tu tapes sur ton clavier et tout ce que tu affiches à l'écran. Donc, c'est un espèce de pouvoir qui est vachement fort parce que tu nous as donné le droit de le faire. Donc, après, ça devient la responsabilité du développeur de ne pas faire n'importe quoi avec ce que tu as donné. Donc, typiquement, quand tu me donnes accès à tes SMS sur ton cellulaire, eh ben, je peux accéder à toutes tes conversations. Mais toi, tu m'as donné accès qu'à dans le dialogue avec le psychiatre ou avec les infirmières à l'urgence. Tu nous as donné accès, par exemple, aux conversations avec ta famille proche, ton meilleur ami, et ce genre de choses. Donc ça devient la responsabilité du développeur de garantir qu'il ne va pas aller lire des choses qu'il n'est pas censé lire. Là-dedans, comme disait Marie-Jean, c'est une conversation. Donc toi, tu nous as donné l'autorisation et le consentement pour aller lire tes conversations, par exemple, avec ton meilleur ami, mais ton meilleur ami ne nous a pas donné son consentement pour qu'on puisse utiliser son texte. Ça veut dire que c'est aussi la responsabilité du développeur d'aller virer tous les messages que toi, t'as pas écrits pour les garder, pour ne garder que ce qu'on a vraiment le droit d'utiliser, ce que tu nous as autorisé à utiliser. Puis ensuite, il faut qu'on aille anonymiser ces données-là. C'est-à-dire que toi, tu as écrit, salut, c'est Stéphane, mais dans notre base de données, dans les informations qu'on va traiter, il faut que ça devienne salut, c'est personne 1. Parce que sinon, on pourrait remonter jusqu'à toi et on pourrait retrouver par recoupage d'informations, ça pourrait être une problématique de vie privée. Pareil sur les lieux, il faut qu'on soit capable d'aller changer le fait que t'as pas donné rendez-vous à Sébastien quelque part à Montréal, mais t'as donné rendez-vous à personne 47 quelque part à lieu 72. Et il faut garantir que dès qu'on parle de personne 47, par contre, c'est toujours de moi qu'on parle. Et que dès qu'on parle de lieu 72, c'est toujours du même lieu qu'on parle. Parce que sinon, ça deviendrait complètement décorrélé. Donc ça, il existe des modèles, des approches qui sont typiquement développés par des gens comme Marie-Jean, qui permettent de faire ça. Mais c'est la responsabilité du développeur de l'application mobile de faire passer ces modèles d'anonymisation au bon moment, avec des contraintes technologiques non négligeables, hein, parce que il y a des choses qui sont faites en R, il y a des choses qui sont faites en Python, et ça, ça tourne pas forcément dans une application Android, en fait, enfin même ça tourne pas du tout dans une application Android. Donc comment tu fais pour garantir que tu fais pas fuir de la donnée qui a pas encore été complètement anonymisée à l'extérieur de ta chaîne de confiance, entre guillemets. Toutes ces problématiques-là, c'est des choses où tu as à chaque étape la possibilité de te rater un peu. Mais si tu te rates un peu, puis encore un peu, puis encore un peu, puis encore un peu, ben, globalement, c'est multiplicatif et tu te retrouves avec quelque chose qui est pas du tout respectueux de la vie privée et du consentement que t'ont donné les gens. Donc la difficulté, elle est sur cette rigueur et sur cette attention aux détails c'est pas juste une donnée que je mets dans une variable, c'est vraiment un ensemble de données qui doit être traité en prenant compte de tous ces aspects éthiques, vie privée, consentement et pas que la technique. D'accord. Si je reprends un peu l'application aussi, elle est donc déployée sur le téléphone. Elle va aller chercher, collecter de l'information. On va dire que j'ai autorisé pour WhatsApp et les SMS. Elle va collecter tout ça. Elle fait un traitement local ou elle envoie les données qui vont être traitées ensuite ailleurs déjà.
Dans l'architecture qu'on a, c'est une architecture à 3 niveaux. On a des choses qui se font sur le cellulaire des gens, des choses qui se font au niveau de l'hôpital où la collecte de données est récupérée, et des choses qui se font après chez nous sur les serveurs de traitement de la langue. Donc, quand tu es sur le téléphone, bah, on a accès à déjà une puissance de calcul relativement faible, entre guillemets, et puis surtout on veut garder l'application sur le téléphone la plus simple possible, parce qu'il y a aussi un contexte d'usage à prendre en compte. On est en train de parler avec des gens qui sont pas bien et qui se sentent pas bien. Donc, si en plus de ça, il faut leur demander d'aller router leur téléphone pour passer admin et puis installer une APK à la main et ce genre de choses, ben, c'est mort en fait. Donc, on a essayé de garder ça le plus simple possible. Tu vas sur l'App Store, enfin sur le Play Store, tu récupères l'application, elle s'installe et puis c'est bon. L'application se connecte à un équipement informatique au sein de l'hôpital, qui est une tablette qui est gérée par l'infirmière en fait, qui s'occupe de la collecte de données. Et là-dessus, donc on va essayer d'envoyer les données sur la tablette, qui a une meilleure force de calcul. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on maîtrise plus, dans laquelle on peut mettre par exemple, le modèle d'anonymisation qui tourne dans un conteneur Docker. Et ben ça, on peut démarrer un conteneur Docker sur la tablette et on peut faire passer ce modèle qui prend un peu de place, hein, parce que ça nous prend 4 gigas pour le déployer. Donc faire ça sur un cell, c'est compliqué, mais faire ça sur une tablette, on peut le faire. On considère que dans la bulle de confiance, c'est raisonnable parce que le téléphone étant connecté directement à la tablette en Wi-Fi, ben, on n'a pas de souci sur ça. Et par contre, tout ce qui va sortir de la tablette doit être anonymisé, doit être le plus segmenté possible. On doit faire en sorte que tout ce qui va sortir et qui va arriver chez nous à Montréal après ait passé tous ces filtres-là. Mais encore une fois, dans le code, rien ne nous oblige à passer tous ces filtres-là, en fait. Rien. On a aucun moyen de vérifier au niveau du code qu'on a bien fait tout ce qu'il faut, à part de faire des audits, des reviews, d'aller vérifier tout ce qu'on s'était engagé à faire et de pointer dans le code les endroits où on le fait et ce genre de choses. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu aies mentionné que ce soit la responsabilité du développeur. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est ta responsabilité individuelle ou parce que un développeur travaille rarement tout seul, c'est souvent des équipes. Comme tu l'as dit, il y a différentes étapes qui sont sans doute faites par de la même manière différentes équipes. Et donc, comment on s'assure que chacun des personnes impliquées dans le projet a le même respect vis-à-vis de la vie privée, vis-à-vis de la donnée que toi? Bah, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de considérer que nous, on a de la chance, c'est qu'en fait, l'avantage qu'on a en étant prof et en travaillant dans l'académie, c'est on n'est pas payé pour livrer un produit, on est payé pour réfléchir à comment livrer ce produit, en fait. Enfin, en tout cas, moi, sur la partie Génilog. Fait que j'ai le temps de m'interroger sur comment on peut faire ce genre de choses. Et à l'échelle d'une petite équipe, on se rend compte de la difficulté, et encore, on en maîtrise tous les éléments. Et si tu multiplies ça à l'échelle d'une multinationale, où il y a énormément d'équipes, énormément de développeurs, des équipes sur plein de fuseaux horaires différents qui collaborent, pas forcément de manière directe, avec du code dans un Git et puis une chaîne de CI qui met ça en prod, ben, tu peux garantir des choses à l'échelle. Tu développes un microservice, tu peux garantir que ton microservice, il est bien fait et que tu respectes tout ce que tu t'étais engagé à faire à l'échelle de l'équipe qui a développé ce truc-là. Parce que tu peux mettre en place des bonnes pratiques de code review et de certification éthique et ainsi de suite. Mais maintenant, la composition de tout ça, donc le fait que chacun de tes microservices indépendamment, il est check et puis c'est bon, mais le fait que quand ils coopèrent entre eux, ben là, ils font pas n'importe quoi, ça prend des choses qui sont, en tout cas dans l'état de l'art, c'est pas clair de comment les gens s'assurent de ça et comment les gens mettent ça au point en fait. Si demain, par erreur dans le code, dans une conversation par SMS, je prends aussi la conversation dans son ensemble, plutôt que d'avoir que la conversation de la personne qui a donné son consentement. Et que je m'aperçois que en prenant l'ensemble de la conversation, mon modèle est plus efficace. Je vais introduire un biais où je vais me dire: «Mais si c'est plus efficace, ça a du bon» et je vais peut-être être tenté de prendre plus que ce qu'on m'a autorisé. Bien sûr, ce serait idiot de considérer qu'on n'est pas tenté. On est toujours tenté d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller plus loin et de faire mieux. La question, c'est à quel prix? Donc c'est des pratiques qui ne peuvent pas être, utilisées parce que, la personne donne accès à ses correspondances et c'est tout à fait encadré par la loi. C'est-à-dire que, c'est comme quand tu envoies un courriel et ben, ton courriel ne peut pas être partagé avec autrui si tu n'en as pas donné la permission à la personne. Et dans ce contexte-là,
Si tu veux, par exemple, je sais pas moi, si tu ouvres une entreprise, et que tu as des concurrents, c'est sûr que ce serait mieux si tu avais pas de concurrents. Donc si on va dans cette idée que parce qu'on peut faire mieux, alors pourquoi on s'autoriserait pas une petite entorse à ce qui est légal ou ce qui est permis ou ce qui est, respectueux? Ça marche dans tous les domaines. Simplement, comme on est dans un domaine de l'innovation et qu'effectivement, il y a beaucoup de hype autour de toutes ces thématiques, on va dire, il y a une tentation peut-être de dire, ouais, mais de toute façon, c'est pas si grave et surtout, personne va s'en rendre compte. Et c'est là qu'est le nœud du problème. C'est pour ça que Sébastien a un rôle crucial parce qu'il faut que tout le monde s'en rende compte si on fait ça. Et qu'à ce moment-là, le truc ne fonctionne plus ou que des alertes rouges se mettent en place et que si la moindre tentation se produit, elle soit hautement visible et facile en termes d'intervention pour cesser que de telles pratiques aient lieu. Pour moi, c'est là-dessus que c'est important, dans le sens où moi je suis prof, donc je suis enseignant et chercheur. Ma recherche, c'est étudier comment on fait du logiciel, mais le côté enseignant et le côté transmission, c'est-à-dire expliquer à des étudiants que quand on développe du logiciel, c'est pas juste écrire du code et qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Parce que là, on est tous conscients, je pense que tu vas sur Internet, tu cherches comment écrire un classifieur avec Python, et tu vas tomber très rapidement sur les 10 lignes de code qui te permettent d'entraîner un modèle assez facilement, et puis d'avoir un prédicteur ou un classifieur prêt. Mais là-dessus, en fait, les données sur lesquelles tu as entraîné, c'est extrêmement crucial, la manière dont tu les as choisies, la manière dont tu les as traitées. Les algorithmes que tu as utilisés, c'est aussi extrêmement crucial. Il y a plein de choses qui sont bien plus que 10 lignes de Python, en fait. Et c'est tout ça qu'il faut vraiment pas perdre de vue, parce que sinon, c'est la porte ouverte à plein de choses qui sont potentiellement dangereuses, quoi. Marie-Jean, tu soulèves un point qui est intéressant parce que tu as dit c'est la loi. Alors déjà, je vais te dire la loi, d'accord, la loi, il y en a différentes selon les pays où tu te trouves. Et donc, tu pas du tout parlé d'éthique, et parce que loi et éthique, c'est encore deux choses différentes. Moi, je peux dire que je fais griller un stop et puis donc je suis pas au clair avec la loi. Par contre, je sais qu'il y a jamais personne qui passe dans la rue et d'un côté éthique, je peux dire il y a pas d'impact là-dessus. Donc, quelle est la relation aussi entre les deux? Et est-ce que donc tu as parlé de loi, c'est pour pas parler d'éthique? Parce que si la loi est différente selon les pays, en fait, tu auras différentes éthiques par pays aussi? Alors, moi, je parle peu d'éthique parce que l'éthique, c'est un truc d'éthicien et moi, je suis pas éthicienne. Et en plus, bien que ce soit des sujets qui m'intéressent depuis bien longtemps, j'ai toujours pas réussi à avoir une définition claire et propre de l'éthique. La seule fois où je parle d'éthique, c'est quand tu fais comment dire, de l'ethical washing en bon français, c'est-à-dire on rajoute un petit peu d'éthique sur le dessus du plat pour dire regardez comme le plat va être bon et comme surtout on est très respectueux de tout le monde. Donc tu vois que je trouve que c'est un terme qui est extrêmement galvaudé, qui a été repris notamment par le milieu de l'intelligence artificielle et du développement informatique, où on peut mettre à peu près tout et c'est sûr que c'est plus le fun de faire réfléchir et de faire des sondages américains ou européens pour savoir s'il vaut mieux écraser une poussette ou une vieille dame qui traverse la rue. Pendant ce temps-là, on a des modèles tels les modèles Facebook et Google qui partagent des données à l'échelle planétaire, qui se gavent sur le dos des utilisateurs et qui n'en ont strictement rien à fiche de la poussette ou de la vieille dame. Donc, je me tiens loin de comment dire, de ce hype de faisons de l'éthique. C'est pour ça que je fais souvent beaucoup plus référence à la loi. C'est vrai que la loi varie d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre, on est tout à fait d'accord. De même que différentes cultures, différentes approches de l'éthique, donc elles ont au moins ça en commun, ces deux disciplines. Je ne pense pas que l'on puisse demander aux individus d'avoir une approche éthique dans quelque domaine que ce soit. Et je dis bien aux individus. Parce que d'abord, c'est évident qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas les mêmes perceptions. Ce qui, toi, va te paraître éthique parce que tu penses que c'est pas grave de brûler un stop dans une rue vide la nuit. Peut-être que moi, ça me paraît pas éthique parce que dans mon environnement, je me dis oui, mais est-ce qu'il va pas justement y avoir une personne ce soir-là qui va travailler? Donc, si je respecte le jour, je respecte la nuit. Tout ça, c'est très, très variable. À mon avis actuel, et je ne dis pas qu'il est pas amené à être modifié, mais à mon avis actuel, la meilleure façon de protéger les individus des dérives de technologie ou autres pratiques, c'est la loi. Et c'est des encadrements qui soient extrêmement pertinents et surtout extrêmement bien informés. Parce que souvent, on a des lois, mais qui sont
pas toujours bien informés au sens de ce que nous, on peut faire. Comme disait Sébastien tout à l'heure, finalement, on peut à peu près tout faire avec les données des gens, en étant suffisamment malin ou en étant suffisamment à l'état de l'art. Donc, il faut que la loi comprenne ça aussi et il faut qu'on collabore avec ces structures-là pour leur donner les moyens de sanctionner ce qui doit être sanctionné du point de vue de la loi. Et l'autre avantage de la loi, c'est qu'elle représente les citoyens. C'est-à-dire que si tu élis des gens dans ton parlement, c'est eux qui vont voter les lois. Donc, quelque part, tu as voté un petit peu de la loi. Tu peux avoir le sentiment, au moins de façon idéaliste, que la loi te représente et la loi encadre les choses comme tu le souhaites. D'où l'intérêt, par exemple, de votre RGPD en Europe, qui est très novatrice, même si elle n'est pas parfaite, qui est très novatrice dans ce domaine. Voilà pourquoi je suis toujours réticente à parler d'éthique. Puis, sur ce plan de l'internationalisation des choses, je pense qu'on y reviendra après. Donc, simplement, je vais laisser Sébastien aussi rentrer un peu là-dedans parce que j'ai l'impression de beaucoup parler. Bah, c'est une des autres dimensions qui est souvent coupée en fait quand tu fais des études d'informatique. Classiquement, tu apprends à développer, tu apprends à écrire du code, tu apprends à le déployer, tu apprends des modèles d'intelligence artificielle, tu apprends des choses sur le système distribué, ça dépend de tes spécialisations. Mais ce côté transdisciplinaire et pluridisciplinaire qui va toucher du droit et pas juste de la propriété intellectuelle de est-ce qu'une entreprise a le droit de publier du code que j'ai écrit, mais vraiment de si moi j'écris du code en France et qu'il est déployé sur des serveurs Amazon dans la zone nord-américaine, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça c'est le genre de choses où t'es pas forcément prêt. Et souvent, les cours qui sont dits de la sphère SHS, donc sciences humaines et sociales, dans les écoles d'ingénieurs, ils sont plutôt bâchés en disant mais c'est bon, allez apprendre l'espagnol et puis foutez-nous la paix. Mais il y a quand même une grosse dimension là-dessus qui pose des problèmes. Il y a l'éthique, là, et ce qu'on vient de dire, qui est catastrophique, entre guillemets, mais pas que. Si tu commences à stocker tes données dans un pays qui s'autorise à accéder aux données alors que toi, tu es en Europe et que tu n'es pas censé le permettre, c'est un problème, en fait. Et par rapport à ce que tu disais aussi sur le démarrage, ça devient encore plus un problème quand le fait de ne pas te poser la question est un avantage compétitif. Si tu es en train de monter ta startup et que te comporter comme un cow-boy fait que tu arrives à gratter des parts de marché, ben forcément, grosso modo, tu vas te retrouver encouragé à attraper le plus de parts de marché possible parce que c'est ça ou mourir en fait. Et trouver où tu mets la frontière et comment tu mets cette frontière et toutes ces choses-là, tu sais, ce qu'on disait sur la responsabilité, c'est ta responsabilité en tant que ou startup ou individu. Souvent, c'est la même chose à cette échelle-là. Et ça devient des choix qui sont vraiment extrêmement personnels et qui ont des impacts délirants, en fait. Je peux pas m'empêcher de penser évidemment à The Great Hack et à me poser la question aussi parce qu'on parle donc de loi et pourquoi je mentionne l'éthique aussi, c'est que peut-être que la loi ne couvre pas tous les cas de figure. Aujourd'hui, on parle d'un domaine qui est très novateur, qui est l'intelligence artificielle. Moi, quand je vois que typiquement on peut faire un modèle d'une personne et puis pas avoir ses données finalement et d'avoir de pouvoir déjà avoir de l'information, juste de voir les interactions qu'il y a entre les personnes, entre elles, plutôt que d'avoir leurs données, etc., etc. Je me demande dans quelle mesure, justement, en tant que développeur, t'es pas amené à te poser une question à un moment ou à un autre, même si la réponse n'est pas régie par la loi, de te dire est-ce que c'est bien, alors c'est toujours entre guillemets, le bien ou mal, ce que je fais. Là-dessus, pour moi, tu as vraiment une dimension sensibilisation qui doit arriver tôt, parce que si on t'a jamais fait réfléchir là-dessus dans le cadre de ta formation, ben c'est des questions sur lesquelles t'es pas préparé. Moi, avant de travailler avec Marie-Jean, je m'étais jamais posé ce genre de questions en fait, et puis j'étais presque très content d'avoir jamais eu à me les poser, parce que pour plein de questions, j'ai jamais la réponse en fait, et c'est vraiment difficile. Et si ce qu'on te fait dans ta formation sur le cours d'éthique, c'est effectivement le problème du tramway, de savoir si tu dois écraser une vieille dame ou écraser une poussette, ben c'est un peu comme quand tu as un cours de droit du travail et qu'on t'explique des cas d'études où tu as un ouvrier qui s'est fait écraser par un Fenwick dans un hangar. C'est pas la réalité à laquelle tu vas être confronté quand tu es développeur par la suite, et t'as pas les armes du coup après pour te retrouver à prendre des décisions qui soient pas forcément les meilleures parce que t'es ni juriste, ni éthicien, ni spécialiste du droit international, mais qu'au moins tu comprennes de quoi ça parle. Et par rapport à ce que disait Marie-Jean sur le côté législatif,
il faut effectivement que nous, développeurs, on aille discuter avec des gens qui font les lois et qu'on arrive à maintenir un dialogue. C'est ce que fait Marie-Jean dans Humania, dans lequel c'est un réseau de recherche dans lequel il y a des juristes qui sont impliqués et ce genre de choses. Parce que si on leur explique pas les problèmes, ils peuvent pas les deviner. Et c'est vraiment crucial, cette chose-là. Je suis pas sûr que ça réponde exactement à la question que tu posais, mais je suis pas sûr d'avoir exactement la réponse à ta question, en fait. Si, c'est très bien. Si je reviens un peu à votre application, concrètement, ça veut dire que tous ces points-là, ça soulève quelle problématique technique aujourd'hui? Alors, d'un point de vue technique, on a en fait une énorme variabilité. Moi, c'est là-dessus que je travaille en recherche, comment tu construis des logiciels avec plein de points de variation. Et on a une variabilité déjà sur les téléphones, parce que il y a des gens qui sont sur Android, il y a des gens qui sont sur iPhone et ainsi de suite. Bon, ça, on sait faire, à peu près. Mais en fait, l'à peu près tombe vraiment quand tu commences à aller fouiller dans les modèles de droit, par exemple. Accéder aux SMS des gens sur Android, c'est extrêmement facile. Sur iPhone, c'est beaucoup plus complexe, par exemple. En tout cas, ce que tu as le droit de faire, et le modèle de sécurité n'est pas la même le modèle de publication d'application n'est pas le même. On se retrouve avec plein de problématiques aussi de points de variation sur les applications qui sont utilisées pour échanger des messages. Tu as les accès SMS, mais tu as aussi des accès WhatsApp, tu as les accès à Messenger, tu as les accès à Twitter et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on peut faire en allant interroger des API, il y a des choses qu'on peut faire que au niveau de l'application. Il y a des applications qui sont pas très contentes qu'on aille accéder à leurs données, type WhatsApp par exemple, qui officiellement fournit pas d'API très pratique pour récupérer ça, quand même on fournit pas du tout en fait. Tu es obligé de passer par une sorte d'application tierce ou d'API tierce qui va permettre de faire une sorte de rétro-ingénierie du protocole de WhatsApp pour récupérer les messages. Ça c'est fragile parce qu'il suffit qu'ils changent leur protocole pour que tu aies un temps d'adaptation avant que le collecteur de données puisse à nouveau récupérer. Tu te retrouves avec des variations d'effets de mode aussi. Depuis une semaine, là, les gens sont en train de fuir WhatsApp pour aller sur Telegram et sur Signal. Très bien, sauf que pour nous, pour l'instant, Telegram et Signal, on sait pas faire. Donc, ça serait bien que au moins nos futurs patients restent sur WhatsApp quelques semaines, qu'on ait le temps de, de transférer ça. Et puis ça, donc c'est quelque chose de très technique, considérant que tu es sur des cellulaires. Et puis, il y a aussi la problématique de quelqu'un qui accepte de participer à l'étude et donc qui nous donne ses données, et c'est très bien, mais qui après se rend compte que il a fait une bêtise et qu'il préférait ne pas en faire partie. Il faut qu'on soit capable d'enlever ces données, ce qui pose aussi un autre problème, parce que où est-ce qu'on stocke? Si on stocke l'information nominativement, c'est un gros problème de vie privée. Si on stocke une sorte de jeton qui te permet de revenir en arrière, où est-ce qu'on stocke le jeton? Parce que si on le stocke sur ton téléphone, il suffit que tu jettes ton téléphone parce que dans un moment de crise, tu l'as jeté par la fenêtre, et auquel cas tu peux plus jamais abandonner tes données. C'est un problème. Si on donne ça à l'hôpital et que c'est l'hôpital qui doit stocker ces informations-là, ça devient un problème de management de données de la part de l'hôpital qui doit garantir une pérennité, un accès protégé et ainsi de suite à ce fichier qui contiendrait toutes les informations. Ça ouvre des portes des pistes de fuite de données monstrueuses. Puis après, on a la problématique les modèles d'apprentissage. C'est lourd, ça prend de la place, ça demande des ressources. Du coup, comment tu fais ça et où est-ce que tu exécutes ça? Parce que anonymiser du texte, c'est compliqué. Apprendre sur du texte, c'est aussi compliqué. Comment tu transfères ces informations entre le téléphone, le lieu de stockage et le lieu de traitement local à l'hôpital, considérant qu'on a plusieurs hôpitaux dans plusieurs pays avec plusieurs certifications éthiques différentes qui nous permettent pas forcément de faire les mêmes choses. Comment tu envoies ces données? Comment nous, on est capable d'assurer qu'on est capable d'absorber toutes les données qui nous sont envoyées? Si quelqu'un décide de retirer une de ces données, comment on fait pour nous mettre à jour nos modèles d'apprentissage derrière? Est-ce qu'on a une période d'indisponibilité? Est-ce qu'on continue à utiliser les données de la personne qui voulait plus qu'on utilise ces données le temps qu'on ait réentraîné le modèle sans les données de cette personne-là? C'est-à-dire que c'est un peu borderline, mais est-ce qu'on arrête totalement le service le temps de réentraîner les modèles de la personne qui voulait retirer ces données? Pareil, c'est des questions auxquelles j'ai pas la réponse à date là. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est pas juste j'ai récupéré une information qui est posée dans une string et puis je vais faire un post sur une URL quelque part sur une API REST au Canada et puis envoyer les données. Ça pose plein de problématique à tous les maillons de la chaîne en fait, et outre les maillons dont on parlait au début de l'entretien sur éthiquement qu'est-ce que j'ai le droit de faire et ainsi de suite, il y a aussi le côté technique où toute cette variabilité et toutes ces choses qui peuvent à chaque fois foirer un petit peu viennent se rajouter à
qu'est-ce que j'ai le droit de stocker, qu'est-ce que j'ai pas le droit de stocker, qu'est-ce que j'ai le droit d'envoyer, qu'est-ce que j'ai pas le droit d'envoyer, et ainsi de suite. C'est pas si simple que ça. C'est pas insurmontable, mais c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas, par exemple, d'un bug, hein, ça arrive, et une fonctionnalité qui est mal codée, par exemple, enverrait plus de données que nécessaire? C'est des questions que vous vous posez, par exemple? Ouais, on essaye de travailler là-dessus dans un mode un peu inductif, où avec les étudiants qui ont travaillé sur l'application initiale, on fait pas mal de reviews et on essaye de s'assurer que c'est pas le cas. Après, on a essayé de trouver un compromis entre traçabilité des informations et maintien du consentement. Fait que si on se rend compte, nos informations sont mine de rien tracées, parce que pour l'instant on utilise une sorte de jeton qui est unique à chaque personne, donc c'est un problème de sécurité entre guillemets, parce que si tu trouves le jeton, tu trouves les conversations anonymisées de la personne, donc c'est une sorte de compromis non déconnant, on va dire, en tout cas pour l'état d'avancement des recherches à date. Et comme on a cette traçabilité-là, si on se rend compte qu'on a envoyé trop de données, on est dans la même situation que quelqu'un qui voudrait qu'on lui retire ses données parce qu'il décide de ne plus participer à l'étude et ne plus participer à l'entraînement du modèle et à la participation à la mise en place de l'application. Donc il faudrait qu'on aille enlever ces données-là. Et ça, c'est des choses qui ont été intégrées dès le début dans le protocole. Le fait que tu aies la possibilité de participer, mais aussi la possibilité de sortir de l'étude à tout moment, parce que c'est typiquement des décisions que tu prends à des moments où t'es pas forcément super bien, et qu'il faut que tu sois capable de te rendre compte, d'avoir une sorte de droit à l'erreur en fait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans l'appli. Ouais, puis si je peux ajouter, il faut bien comprendre qu'on s'engage aussi à réentraîner le modèle. C'est-à-dire que la personne, à tout moment de l'étude, peut supprimer ses données de nos serveurs, sans que nous-mêmes on en soit informés. Mais nous, on va savoir qu'il y a eu une modification, que tes données présentes dans notre base de données ont été supprimées. Et à ce moment-là, il faut que ça déclenche le réentraînement du modèle, parce qu'on doit s'engager non seulement à ne pas utiliser les données de la personne qui nous les a confiées, mais aussi à ne pas les utiliser dans le modèle appris. Tu sais, ok, j'ai plus tes données, mais je ne les utilise plus non plus dans mon modèle. Et alors évidemment, ça c'est problématique, parce que les gens d'intelligence artificielle disent oui, mais le bien commun, le partage d'informations étant anonyme, pourquoi est-ce qu'on réentraîne? Parce que si on veut pousser le modèle plus loin, enfin la situation plus loin, si tous les gens qui ont participé à l'étude se lèvent un matin en disant ah non, mais on veut plus participer, et que tout le monde envoie le jeton effacer tout, on n'a plus de système. Mais c'est normal, parce que pourquoi ferions-nous exception? Si le boulanger d'en face de chez toi, un matin, tous ses clients décident qu'ils vont aller acheter leur pain ailleurs, il va plus vendre son pain. Et voilà. Donc, sauf que s'ils font ça, c'est qu'il y a probablement une raison, et que probablement, si les personnes ont toutes décidé d'abandonner notre système, c'est qu'on a failli à notre mission, soit de leur donner confiance, soit de respecter nos engagements. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai aucun problème avec ça. Ah oui, si les gens veulent se retirer, on efface tout et on réentraîne pour être sûr de ne pas empiéter sur leurs décisions. Alors ça, justement, c'est un choix personnel et ça revient avec la discussion qu'on avait. Est-ce que ce fait de choisir de ne pas avoir un modèle entraîné avec des données qu'on a pu, est-ce que ça, par exemple, il y a une loi qui le stipule ou c'est juste parce que vous avez décidé de faire comme ça? À ma connaissance, il n'y a pas de loi qui le stipule, mais elle pourrait s'en venir. Je ne pense pas que RGPD aille aussi loin dans la finesse dans sa granularité d'observation de situation, mais c'est clairement dans le cadre de tous les travaux qui sont menés pour encadrer l'intelligence artificielle, c'est clairement des choses sur lesquelles on se penche. Et ça revient un peu à ce que je disais sur le côté avantage compétitif, dans le sens où nous, on a la chance, entre guillemets, de pas avoir d'objectif de livraison de produits dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent. Fait que si on n'a plus de données, on va juste faire autre chose, et puis c'est pas si pire en fait. Mais si tu es dans une optique de chercher un avantage compétitif par rapport à des gens qui font à peu près la même chose sur le marché, est-ce que tu vas être OK pour t'engager à retirer ces données qui te donnent cet avantage compétitif? C'est ta responsabilité, encore une fois. Et effectivement, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Mais c'est pour ça que quand tu tombes t'installes une appli et tu tombes sur les conditions générales de vente là, et que tu les lis dans le détail, en fait, très souvent, tu te rends compte que t'as plus la main sur les informations que tu partages,
Et à l'époque où, là en ce moment, il y a Toonme qui est en train de faire un gros buzz sur Twitter avec plein de gens qui envoient leurs photos pour se transformer en personnages de Disney. Ben là, il n'empêche que tous ces gens-là, ils sont en train de donner toutes leurs photos de famille et toutes leurs images qui sont stockées de manière indéfinie sur des serveurs qui, il me semble, sont en Russie. Qu'est-ce qui est fait derrière de ce truc-là? Bah, eux, ils disent qu'ils en font rien et qu'ils les effacent au bout de 2 semaines, mais globalement, quand t'as accepté d'envoyer des images, t'as quand même dit, ouais, je suis OK pour que mes images elles soient stockées chez vous et que vous en fassiez ce que vous voulez. Il y a aussi le côté, on a beaucoup parlé du côté formation et éducation entre guillemets des développeurs, mais il y a aussi toute une dimension citoyenne qui est que le fait que tes données personnelles, ben, une fois que tu les as données, elles sont plus à toi et que c'est potentiellement compliqué. Et ça touche des choses aussi simples, enfin aussi invasives et simples que d'utiliser tes empreintes digitales ou ton visage pour déverrouiller ton téléphone. Parce que ça, tu peux pas le changer. Changer un mot de passe, c'est faisable. Changer d'empreinte digitale, c'est plus compliqué, en fait. Et une fois que c'est donné, que c'est stocké, eh ben, c'est plus à toi. Enfin, c'est plus à toi. Ça devrait toujours l'être, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et ça, il y a plein de gens qui sont pas au courant de ça. Donc, ça touche une autre dimension de l'éducation numérique, entre guillemets, qui est pas juste mettez des mots de passe forts et puis attention à tout ce que vous lisez sur Internet, c'est pas forcément vrai. Mais c'est aussi cette notion de qu'est-ce qui est intrinsèque à toi et qu'est-ce que tu peux partager, qui est potentiellement difficile de trouver cette frontière pour les gens, considérant qu'en informatique, tu peux te comporter comme un cow-boy extrêmement facilement et aller récupérer plein d'informations sur les gens de manière assez flippante en fait. Je suis assez d'accord, surtout que on n'est pas amené en tant que citoyen à comprendre tous ces mécanismes. Moi, il y a des questions très bêtes que je me pose, mais tu parles de l'empreinte digitale, et c'est vrai que pour déverrouiller l'iPhone, par exemple, on peut mettre l'empreinte digitale. Maintenant, si on ne la met pas, on reste à appuyer sur un bouton Home qui prend notre empreinte digitale. Le bouton continue à avoir cette capacité, et rien ne me garantit en fait que rien n'en est fait non plus. Ouais, complètement. Donc cette frontière-là, elle est très mince, c'est-à-dire, mais ça sert à quoi que je ne sois pas d'accord pour déverrouiller mon téléphone avec mon empreinte digitale, puisque de toute façon, j'ai tellement de fois touché ce bouton que les empreintes digitales, s'ils les veulent, ils les ont. Mais tu tombes après là encore une fois sur les mêmes problématiques de responsabilité des développeurs, parce que quand t'as un Alexa ou un Google Home chez toi, ben il y a un micro dans ton salon en fait. Après, à quel moment il est allumé et à quel moment il n'est pas allumé, ben c'est le fournisseur de ce matériel-là qui s'engage à te dire que ton matériel ne va enregistrer ce que tu dis que quand ta phrase commence par OK Google. Mais dans les faits, il y a plein de gens et plein de chercheurs en sécurité qui ont montré qu'il y a des informations qui fuitaient et qui n'étaient pas forcément des bouts de conversation, qui étaient des bouts de conversation qui commençaient pas par OK Google ou par Hey Alexa et ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait délibérément de la part de l'entreprise ou est-ce que c'est juste un bug? Parce que reconnaître qu'un début de phrase commence par OK Google, bah, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Bah, c'est ça, on n'aura jamais la réponse en fait. Mais même sans penser à mal et dire que les méchants GAFAM, ils essayaient de nous espionner, il n'empêche que t'as quand même mis un micro dans ton salon. Et quand t'as un lecteur d'empreintes digitales sur ton téléphone, pareil, t'as mis un lecteur d'empreintes digitales qui est potentiellement activable à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone. Alors c'est assez amusant ce que tu me dis là, parce que justement, mettons que j'ai un Alexa et tout le monde a eu cette crainte de mettre un micro dans son salon, dans sa chambre ou je sais pas quoi. Moi, je dis, je suis toute la journée avec un téléphone et mon téléphone a un micro. Donc, de toute façon, le micro, j'en ai un en permanence sur moi. Et pareil, quand je suis devant mon ordinateur, j'ai un micro qui est allumé en permanence. Et le message qui va faire en sorte que Alexa me réponde, c'est juste une phrase, évidemment. Elle est obligée d'écouter en permanence parce que c'est seulement quand il va y avoir son nom qui est prononcé qu'elle va commencer à capturer cette information pour me répondre. Mais par contre, je sais qu'elle écoute en permanence. Après, ce qu'elle fait de la donnée, c'est une chose, mais mon téléphone m'écoute en permanence et mon ordinateur m'écoute en permanence. Des micros, on en a même dans les robots de cuisine ou dans les frigos aujourd'hui. Mais tu vois, pour revenir sur ton exemple d'Alexa et rapport à ce qu'on fait à Relais, donc dans l'application de collecte de données sur le téléphone, ben, tu m'as donné accès à tous tes SMS. C'est moi qui m'engage à aller fouiller que dans ceux que tu m'as autorisé à fouiller et à te dire que je vais pas prendre les réponses des gens et ainsi de suite. C'est exactement pareil sur Alexa qui, bien évidemment, a besoin de toujours tout écouter, mais qui va prendre le bout de phrase intéressant et l'envoyer pour traitement chez Amazon pour qu'il te fasse ce que tu as demandé de faire
que à ce moment-là. Et encore une fois, c'est une responsabilité de la personne qui a produit l'application, qui a produit ce traitement-là, et qui s'engage dans une sorte de contrat à dire que ça fuite, enfin que ça devrait pas fuiter en fait, et que dans le cadre de tes conversations privées là, si tu m'as donné accès au SMS avec ton meilleur ami, eh ben je devrais lire que tes messages adressés à ton meilleur ami. Mais en vrai, je peux avoir accès à tout. Quand tu regardes moi j'étais assez horrifié de ce qu'on peut faire avec les capacités d'accessibilité, si tu donnes à une application les droits d'accessibilité, et souvent, surtout maintenant qu'on est en mode Covid là et que tout le monde est en télétravail, il y a plein d'applications qui demandent à accéder à l'accessibilité pour partager ton écran ou ce genre de choses. Mais une fois que tu as donné ces droits-là, en fait, tout est accessible. C'est complètement fou. Et pareil, si tu peux là, j'ai récemment installé une application pour me faire livrer des repas. Elle m'a demandé accès à mon microphone. Pourquoi? Je n'étais pas censé me demander ça. Alors, des fois, c'est juste des bugs parce que dans le manifeste de l'application Android, ben, tu as mis un yes à un endroit où tu n'aurais pas dû mettre un yes. Et puis, bah, il n'est pas utilisé. Mais des fois, il y a aussi des choses où c'est beaucoup moins clair ce qui se passe et ce qui en est fait derrière. Donc, on revient toujours à cette notion de développer du logiciel, c'est compliqué, le déployer, c'est compliqué aussi, mais toi, en tant que développeur, ton application Android, virtuellement, elle peut faire tout ce que l'utilisateur t'autorise à faire. Et si on ne fait pas des choix conscients au niveau du consentement qu'on donne aux applications, ben, c'est un peu le Far West. Vous n'êtes pas les seuls avec cette application à être confrontés à ce genre de problématique. Et comme c'est un secteur qui est relativement nouveau, est-ce que ça vous arrive d'échanger avec d'autres personnes qui créent eux aussi des applications qui manipulent de la donnée? Oui, enfin, c'est des questionnements qu'on a souvent. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu places ton propos. Est-ce que c'est plus sur le niveau industriel ou est-ce que c'est plus sur le niveau recherche? C'est un peu des deux. Un peu des deux. Ben moi, j'ai plus l'habitude d'échanger avec des gens qui sont plus sur le plan recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel type de données on peut traiter? Comment on peut les traiter? Je pense que effectivement, ce sont des questionnements que beaucoup de gens ont en ce moment dans notre milieu et auxquels il n'y a pas vraiment de réponse au singulier. Il y a des réponses multiples qui, comme on disait tout à l'heure, passent par la loi, passent par aussi des questionnements de société, c'est-à-dire quelles sont les parties prenantes, quelles sont les personnes qui doivent avoir, enfin les organisations ou les communautés qui doivent avoir voix au chapitre. Bon, dans les données de santé, c'est clair que le milieu médical est hautement concerné. Donc voilà, c'est au niveau théorique, c'est des questionnements que moi j'ai plus l'habitude d'avoir avec des praticiens, soit dans mon domaine en IA, soit dans le domaine de la santé, par exemple. Après, sur le plan industriel, je pense que Sébastien est plus qualifié que moi pour en parler. Ben, moi, c'est vraiment la première fois cette collaboration où je travaille sur des données qui sont aussi confidentielles et à large échelle, parce qu'on a déjà fait des projets dans mon équipe avec des NDA et ce genre de choses, donc sur des données dont on n'a pas le droit de parler. Mais là, c'est la première fois où je m'aventure dans la sphère de la vie privée des gens, et plus je le fais, et plus je ressens le besoin d'aller parler à des gens comme Marie-Jean ou avec des gens comme dans mon département à l'UQAM, là, on a Sébastien Gantz qui est un expert en vie privée, et puis Marco Kiligian aussi. Et c'est des gens qui eux, sont payés pour réfléchir à ces problématiques de vie privée, et c'est essentiel de les inclure parce que les réponses sont très loin d'être évidentes et demandent une expertise qui est extrêmement difficile et que moi, j'ai pas la prétention d'avoir en fait. Moi, à la base, je suis architecte, hein, donc tu me demandes de déployer un système, je te le déploie et puis on essaye de faire en sorte que ça fonctionne avec les propriétés que tu veux. Mais rentrer dans cette dimension-là, c'est vraiment, c'est assez nouveau pour moi et franchement extrêmement difficile. Je vais vous poser une dernière question qui est justement en rapport avec ça. Tu mentionnes un expert en traitement des données concernant la vie privée, et justement, un citoyen comme moi ne peut pas avoir ce niveau d'expertise. Quand je vais donner mon consentement pour une application, je vais pas forcément avoir conscience des impacts que ça peut avoir derrière, parce que c'est extrêmement compliqué. Je donne un exemple. Aujourd'hui, sur un iPhone, par exemple, on a une application santé qui va collecter des données, et je suis toujours en train de me dire que avec l'avancée de la technologie, il est très possible qu'on ait des modèles sur mon état de santé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas marché, je suis resté très sédentaire. Donc, toutes ces informations-là, aujourd'hui, bon, mon application, elle va dire, OK, tu as marché 0 km, c'est tout.
Par contre, si cette information venait être transmise à mon assurance, qui va dire attention parce qu'il va mourir jeune parce que nanani nanana, vous voyez, mon assurance pour mon habitation, ma voiture, elle va peut-être augmenter juste parce que mon iPhone aura collecté des informations sur le fait que je marche pas assez tous les jours. Et c'est là où on peut pas, en tant que citoyen aujourd'hui, j'ai l'impression, savoir où mettre le curseur dans ce qu'on autorise ou ce qu'on n'autorise pas. Et qu'il faut bien faire confiance. Alors, où s'arrête la confiance que je peux avoir par rapport aux applications qui me demandent un consentement sur des données sur la vie privée? Le silence est équivoque. Vas-y Sébastien, si tu veux, poursuivre. Il y a les gens en ce moment en IA parlent énormément d'explicabilité et se posent des questions d'explicabilité des modèles, c'est-à-dire comment on fait pour dire qu'on a pris la décision qui a été prise, pourquoi elle a été prise. Mais le point que tu mentionnes, c'est plutôt l'explicabilité de ce que tu donnes en entrée à ces modèles-là et le fait d'avoir une analyse d'impact et d'être capable d'expliquer aux gens que si tu me donnes accès à ça, ça veut dire que je peux faire ça. Si tu me donnes accès à ça, ça veut dire que je peux faire ça. Si tu me donnes accès aux deux, ça veut dire que je peux faire et A et B et aussi un truc de plus. Ben tout ça c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui travaillent sur des choses qui s'appellent des modèles de justification par exemple où il y a plein de choses sur la théorie de l'argumentation qui permettent d'expliquer de manière logique un raisonnement pour arriver à montrer que à partir d'un ensemble de prémices, tu arrives à une conclusion. C'est le genre de choses qui peut être utilisé pour essayer d'expliquer aux gens que quand tu me donnes accès à ton microphone sur ton téléphone, ben je peux potentiellement faire ça, mais c'est encore des choses qui sont très très balbutiantes, en tout cas d'un point de vue génie logiciel. Alors moi, si je peux compléter sur ta question, je pense que nous, on se penche beaucoup en ce moment dans les groupes de recherche auxquels j'appartiens sur le consentement individuel. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le premier constat que l'on fait, c'est que le consentement individuel n'est plus suffisant. Il ne s'agit pas de le retirer parce que il nous appartient, donc c'est lui qui nous donne le pouvoir de décider sur nos données, mais il ne nous protège plus suffisamment, et notamment pour les raisons que tu as citées. C'est-à-dire que si on dit oui à l'échelle individuelle, on n'est plus capable, pour l'immense majorité d'entre nous, et c'est bien normal, de donner un consentement éclairé. Parce que le niveau technologique des applications, enfin le développement technologique actuel est tel que personne ou presque, à part les spécialistes des domaines très précis, personne ou presque n'est capable d'avoir une vue très claire de ce qui peut se faire. Donc il y a ce problème du consentement éclairé, et une des pistes que vous, en Europe, vous avez commencé à explorer avec justement RGPD, qui est un encadrement bien renforcé par rapport à ce qui existait auparavant, c'est de développer la notion de consentement collectif. Et donc, si on interdit telle ou telle pratique à l'échelle collective, tu n'auras plus la possibilité en tant qu'entreprise de faire reposer le consentement uniquement sur la personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Puis, tu sais, on est tous pareils. Quand tu veux accéder à une recette de cuisine ou au site web d'une compagnie qui vend un produit qui t'intéresse, la première chose que tu fais, c'est cliquer sur « j'accepte tout » et laisse-moi tranquille, je veux l'information. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment un exemple du fait de dire qu'on n'est pas assez éclairé pour consentir. Et une des stratégies de marketing reposent sur cela. C'est-à-dire que justement, sur ton envie de voir une vidéo ou ton envie d'accéder à une information, donc paf, tu cliques sur accepter tout et tu vas pas aller lire les longues pages qui t'expliquent que en fait, quand tu donnes tes données à Google, elles sont plus à toi. Bon. Donc ça, c'est le premier point, réfléchir au consentement individuel augmenté par la notion de consentement collectif, et j'en reviens encore à la loi, etc. Et le deuxième point qui me paraît intéressant d'aborder peut-être, puisque c'est notre dernière question, et là, tu vas peut-être me trouver pas très cohérente, mais je reviens sur un point qui, pour moi, me paraît un point éthique important. Je l'ai dit, éthique. C'est, OK, en tant que société occidentale développée ou société, disons, pas forcément occidentale, mais en Asie aussi, on a un très, très haut niveau de littératie numérique selon les pays. On sait pour autant que dans certains pays du monde sont protégés de façon différente que d'autres. C'est-à-dire que dans certains pays, il est tout à fait interdit de partager des données, de les collecter, etc. Et dans d'autres pays, la loi est beaucoup plus laxiste, on va dire, soit carrément absente. Il me semble que ce serait pertinent de se pencher sur la question suivante, c'est si pour mon entreprise, il n'est pas possible de collecter des données dans mon pays. Admettons, je monte une entreprise qui va se baser sur l'analyse de données des personnes qui utilisent tel outil ou qui ont telle pratique dans leur vie, mais
je ne peux pas collecter des données dans mon pays parce que c'est interdit, via un consentement collectif, ou même, j'ai même pas le droit de poser la question. Est-ce qu'il est légitime pour mon entreprise de fonctionner avec des données qui ont été collectées dans un pays pour lesquelles la protection du citoyen n'est pas de ce niveau-là? Est-ce que donc je peux baser mon modèle économique sur des données dont la collecte serait illégale dans mon pays? Et ça, c'est une question qui est, à mon avis, extrêmement importante parce que la notion de pays, certes, a encore un sens très fort à l'échelle citoyenne, mais pour des applications à grande échelle, elle n'en a plus aucun. C'est-à-dire, on peut aller... Et ça date pas d'hier. Si vous avez en mémoire les phénomènes de Mechanical Turk, où on a besoin de collecter des données en grand nombre, alors on va aller acheter à un millième de centime la pièce de données des informations collectées par des personnes qui demeurent dans des pays où le coût de la vie et le coût de l'emploi est très très faible. Donc déjà, on avait déjà levé ce questionnement. Il y avait déjà des gens dans le milieu de la recherche qui disaient mais enfin, on ne peut pas composer des ensembles de données sur la vie de gens qui travaillent dans des conditions absolument détestables. On a le même problème dans la collecte de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense que nous, en tant que chercheurs, et comme disait Sébastien, en tant que personnes qui avons cette chance immense de ne pas travailler pour un gain direct, donc pas pour une entreprise qui a besoin d'être bénéficiaire, ben c'est des questions qu'on doit poser, et puis c'est des questions sur lesquelles on est tenu d'éclairer un petit peu notre environnement. Voilà. Eh bien, Sébastien, Marie-Jean, merci beaucoup. Je suis pas sûr d'être tout à fait rassuré par la conversation qu'on a eue. Pas au niveau de votre application, mais globalement. Merci à toi pour l'invitation. Merci bien. Retrouvez Marie-Jean sur Twitter, @mjmrsc, et Sébastien, @petittroll. Vous pouvez également retrouver l'Université du Québec à Montréal sur Twitter, @UQAM.